Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs pour leur invitation dans cette session sur l'hypertension pulmonaire post-capillaire. L'objectif de ma présentation est de vous expliquer les résultats obtenus lors d'un cathétérisme droit. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à signaler. Le cathé droit est le gold standard pour évaluer les pressions pulmonaires. En effet, l'échographie a une fiabilité insuffisante, comme le montre ce diagramme de Blant et Allman, qui retrouve des discordances allant de moins 40 à plus 40 mm de mercure entre l'échographie et le cathé. Il est donc recommandé de réaliser un cathé pour confirmer le diagnostic d'hypertension pulmonaire avant de proposer un traitement spécifique ou avant une transplantation cardiaque. Mais les indications sont beaucoup plus larges. La définition d'une hypertension pulmonaire est hémodynamique et non échographique. Et dans les dernières recommandations de 2018, toutes les hypertensions pulmonaires sont définies par une PAP moyenne supérieure à 20 mm de mercure. Le caractère pré- ou post-capillaire de l'hypertension pulmonaire sera déterminé par le niveau de la PAPO, qui est la pression artérielle pulmonaire d'occlusion. Si la PAPO est inférieure ou égale à 15 mm de mercure, l'hypertension pulmonaire est dite précapillaire, et si elle est supérieure à 15 mm de mercure, elle est dite post-capillaire. Le cathé droit s'effectue en utilisant une sonde de Swan-Ganz, que vous voyez là. Cette sonde est munie à son extrémité d'un ballonnet gonflable qui permet d'obtenir la PAPO et d'une thermistance mesurant la thermodilution. La voie d'apport préférée des patients est la voie antébrachiale qui expose à peu de complications locales. Une fois dans l'oreiller droite, le ballonnet est gonflé et la sonde est poussée dans le VD, l'AP et le capillaire pulmonaire. Entre des mains expertes, les complications sont rares et bénignes. Le risque de mortalité est de 0,5 pour 1000 et est lié au risque de rupture distale de l'artère pulmonaire par gonflage intempestif du ballonnet à ce niveau. Le cathé droit doit être réalisé chez un patient stable. Il doit être exhaustif et comporter un certain nombre de mesures listées dans cette diapositive. Les mesures de la PAP moyenne et de la PAPO et du débit cardiaque sont absolument indispensables. Ces différentes mesures permettent de calculer les résistances vasculaires pulmonaires. Un test de réversibilité au NO doit être réalisé en cas d'hypertension pulmonaire précapillaire du groupe 1. Les valeurs normales de la PAP ont été définies dans un article publié par COVAX en 2009. La PAP moyenne normale est de 14 mm de mercure. La PAPO normale est de 8 mm de mercure. Et les résistances vasculaires pulmonaires sont de 1 unité Wood. La valeur seuil de 20 mm de mercure pour diagnostiquer une hypertension pulmonaire est donc nettement supérieure à la valeur normale, ce qui évite les diagnostics d'hypertension pulmonaire par excès. Dans cet article sont également publiées les valeurs normales de PAP moyenne d'effort. Elles sont variables en fonction de l'âge et des protocoles, dépassant 30 mm de mercure après 50 ans. Il n'y a cependant pas assez de données pour utiliser les PAP d'effort dans les recommandations. Il est important de connaître la physiopathologie des différents types d'hypertension pulmonaire pour comprendre les différents tableaux hémodynamiques. Dans les hypertensions pulmonaires précapillaires, il existe des anomalies du lit artériel pulmonaire réalisant une obstruction. La lésion est donc en amont du capillaire pulmonaire et la PAPO reste normale alors que la PAP augmente. Dans les hypertensions pulmonaires post-capillaires isolées, les pressions de remplissage gauche sont élevées et sont transmises au cœur droit. Dans les hypertensions pulmonaires post- et précapillaires combinées, il existe également une augmentation des pressions de remplissage du cœur gauche qui sont transmises à droite. Mais il existe en plus un deuxième barrage lié à la muscularisation réactionnelle des artérioles pulmonaires, créant un gradient anormal entre les pressions pulmonaires et la PAPO. Voici le cathé droit d'une patiente de 56 ans qui se plaint d'une dyspnée et qui à l'échographie a un phénotype précapillaire avec un cœur gauche normal, un cœur droit dilaté et une PAP systolique à 96 mm de mercure. Sans surprise, il y a une hypertension pulmonaire sévère au cathétérisme avec une PAP moyenne à 63 mm de mercure pour une normale inférieure à 20. Et cette hypertension pulmonaire est précapillaire car la PAPO est à 7 mm de mercure pour une normale inférieure ou égale à 15. Et les résistances vasculaires pulmonaires sont très élevées, à 15 unités Wood, pour un seuil à 3. Voici le cathé droit d'un homme de 83 ans présentant une insuffisance mitrale grade 4 symptomatique avec à l'échographie une PAP systolique à 75 mm de mercure. Le cathé objective une hypertension pulmonaire légère avec une PAP moyenne à 33. Et cette hypertension pulmonaire est post-capillaire isolée
car la papo est à 18 mm de mercure et les résistances vasculaires pulmonaires sont légèrement élevées à 2,6 unités Wood. Enfin, troisième cas, le caté droit d'un homme de 73 ans, présentant également une insuffisance mitrale grade 4, symptomatique, avec à l'échographie une PAP systolique à 89 mm de mercure. Le caté objective une hypertension pulmonaire sévère, systémique, avec une PAP moyenne à 72 mm de mercure. Cette hypertension pulmonaire est post- et précapillaire combinée, car la papo est à 23 mm de mercure, et les résistances vasculaires pulmonaires sont très élevées à 8,3 unités Wood, largement supérieures au seuil de 3 unités Wood. Tout est simple quand la situation est caricaturale, comme dans les trois cas que je viens de vous montrer. Mais il existe de nombreuses incertitudes et des situations litigieuses. Voici quelques questions non résolues. Le vrai cut-off de la papo est-il de 15 mm de mercure pour différencier hypertension pulmonaire pré- et post-capillaire? En cas de variation respiratoire de la papo, faut-il prendre la PAP moyenne ou digitalisée ou la pression téléexpiratoire? Sur l'exemple, si on prend la pression téléexpiratoire de 20 mm de mercure, le diagnostic est hypertension pulmonaire post-capillaire. Et si on prend 12, le diagnostic est pré-capillaire. Enfin, en cas de phénotype post-capillaire, la papo peut être inférieure ou égale à 15 mm de mercure si le patient a reçu de fortes doses de diurétique. Et on peut conclure à tort à une hypertension pulmonaire pré-capillaire. C'est dans ce cas qu'on réalise un challenge volumique de 500 cc de sérum physiologique. Et si la papo dépasse 18 mm de mercure, on redresse le diagnostic et on fait le diagnostic d'hypertension pulmonaire post-capillaire. En conclusion, le caté droit est le gold standard pour le diagnostic d'hypertension pulmonaire. Cet examen comporte peu de complications mais nécessite une grande expertise. Les chiffres clés à retenir sont 20 mm de mercure de PAP moyenne pour définir une hypertension pulmonaire, 15 mm de mercure de papo pour différencier hypertension pulmonaire pré- et post-capillaire, et enfin 3 unités Wood de résistance vasculaire pulmonaire pour différencier hypertension pulmonaire post-capillaire isolée d'une hypertension pulmonaire post- et pré-capillaire combinée. L'interprétation du caté droit doit tenir compte du contexte clinique et des résultats de l'imagerie, afin d'éviter de mal classer les patients dont les résultats du caté droit sont borderline. Je vous remercie d'avoir écouté cette présentation. Bonjour, je suis Emmanuelle Berthelot, je travaille à l'hôpital de Bicêtre et je vais vous parler de comment éliminer une hypertension pulmonaire précapillaire. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. 80% des hypertensions pulmonaires sont liées à des maladies chroniques cardiaques gauches ou des pathologies pulmonaires chroniques hypoxémiantes. La plupart du temps, le diagnostic va être réalisé avec des examens non invasifs. Mais parfois, on est obligé de référer au centre de référence pour faire un diagnostic hémodynamique, puisque c'est comme ça que le diagnostic d'hypertension pulmonaire est décisif selon les recommandations. L'approche est en 3 étapes. Devant une hypertension pulmonaire, il faut d'abord faire une approche clinique, phénotypique, puis faire une probabilité pré-test pour regarder quel patient on va adresser au centre de référence pour faire un cathétérisme cardiaque droit. Donc, quand on reprend les causes principales d'hypertension pulmonaire, la première cause, c'est l'hypertension pulmonaire liée aux maladies cardiaques gauches chroniques. Et en deuxième position, nous avons les hypertensions pulmonaires liées aux maladies pulmonaires chroniques responsables d'hypoxémie. Et en troisième position, l'hypertension pulmonaire liée aux maladies thromboemboliques chroniques. Il faut référer au centre de référence pour cathétérisme cardiaque droit quand on pense aux maladies thromboemboliques chroniques ou aux autres causes d'hypertension pulmonaire précapillaire, type idiopathique ou liées aux maladies de système. Dans l'algorithme diagnostic, en fait, il faut d'abord regarder le contexte du patient, puis ensuite faire une échographie cardiaque qui permet d'avoir un dépistage de l'hypertension pulmonaire et d'avoir quelques éléments de réflexion sur l'origine de cette hypertension pulmonaire.
et réaliser après des scores non invasifs. Donc, il y a eu beaucoup de scores qui ont été écrits depuis 2011. Le dernier en date, c'est celui de Reddy qui s'appelle le H2FPEF score, qui permet en fait d'étudier selon le contexte, le CG, l'écho. Est-ce que le patient a une hypertension pulmonaire précapillaire ou post-capillaire? Quand on regarde l'ensemble de cette littérature, en fait, ce qui ressort, c'est que pour penser qu'un patient a une hypertension précapillaire, en fait, ce sont des patients plus jeunes, ce sont plus souvent des femmes, ce sont des patients qui ont un profil échocardiographique avec une maladie cardiaque, une dilatation du ventricule droit ou de l'oreillette droite, qui sont souvent plus minces et qui n'ont pas de fibrillation auriculaire. Lorsqu'on continue à avancer dans le diagnostic de cette hypertension pulmonaire, il y a deux autres examens très importants à réaliser quand le diagnostic étiologique n'est pas évident. C'est une scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion et un angioscanner pulmonaire pour rechercher donc l'hypertension pulmonaire liée à une maladie thromboembolique chronique ou alors une maladie respiratoire chronique responsable d'hypoxémie. Dans le cas d'une hypertension pulmonaire du groupe 3 suspecté ou du groupe 1, ou les cas très atypiques, il va falloir référer le patient au centre de référence pour réaliser un cathétérisme cardiaque droit. Le cathétérisme cardiaque droit permet donc le diagnostic de certitude de l'hypertension pulmonaire et de son type. Le type d'hypertension pulmonaire est classé dans les recommandations grâce à la pression capillaire. Mais qu'est-ce qu'une pression capillaire normale? En fait, tout ça a été décrit selon des cohortes de patients. Et en fait, aujourd'hui, on pense qu'une hypertension pulmonaire précapillaire est certaine quand le patient a une pression capillaire inférieure à 12 mm de mercure, mais il y a des formes un peu frontières quand le patient est entre 12 et 15, et quand il a plus que 15, c'est quasiment sûr que c'est une hypertension post-capillaire. Bon, bien sûr, il y a des formes un peu frontières ou délicates, des formes atypiques. Ça a été l'objet de littérature plus récente. En fait, on voit dans le registre Compera et dans l'étude Ambition, notamment que finalement, les patients qui ont une hypertension, entre les patients qui ont une hypertension post-capillaire pure ou les patients qui ont une hypertension précapillaire, eh bien, parfois, il y a des formes atypiques avec des patients qui ont des facteurs de risque d'hypertension post-capillaire, mais qui ont aussi un profil hémodynamique d'hypertension précapillaire. C'est pour ça que dans ces cas-là, on peut référer le patient au centre de référence pour un cathétérisme cardiaque droit. En conclusion, donc l'hypertension pulmonaire est fréquente et la première étiologie, c'est une maladie cardiaque gauche. En tant que cardiologue, les probabilités pré-test et l'utilisation des scores est favorisée dans un premier temps pour une approche diagnostique. La confirmation hémodynamique invasive est requise pour faire le diagnostic définitif de l'hypertension pulmonaire, notamment dans les cas de maladies thromboemboliques chroniques suspectées et dans les hypertensions précapillaires du groupe 1 ou du groupe 5. Tout ça dans l'objectif de mettre en route un traitement spécifique. Quand il existe des formes frontières, il est parfois nécessaire de faire des examens un peu complémentaires, un peu plus poussés, ou de faire des réunions multidisciplinaires pour savoir quel type de prise en charge on peut proposer aux patients qui sont sur des formes atypiques ou borderline. Je vous remercie de votre écoute. Bonjour à tous. Donc, nous allons poursuivre cette session consacrée à l'hypertension pulmonaire post-capillaire en traitant le sujet suivant, de l'échocardiographie au cathétérisme cardiaque. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les présentations. Alors, de quoi allons-nous parler durant ces quelques minutes? Eh bien, on va parler de ces patients que vous recevez en consultation d'échocardiographie au laboratoire d'échocardiographie qui ont une insuffisance cardiaque, des facteurs de risque cardiovasculaire et chez qui, via le flux d'insuffisance tricuspide et des signes
indirecte d'hypertension pulmonaire, vous suspectez qu'il y ait une hypertension pulmonaire en lien avec l'insuffisance cardiaque gauche et chez qui vous vous posez la question d'aller au cathétérisme cardiaque pour faire le diagnostic de cette hypertension pulmonaire, dont je vous rappelle ici la définition avec un seuil de pression pulmonaire moyenne qui a été abaissé à 20 mm de mercure. Et on parle maintenant d'hypertension pulmonaire post-capillaire isolée versus combinée. Les autres termes, comme pur ou impur, ont été abandonnés et on se fixe uniquement sur les résistances vasculaires pulmonaires inférieures à 3 ou supérieures ou égales à 3. Pour illustrer mon propos, je vais vous montrer deux patientes un peu similaires et ça va nous faire réfléchir un peu à la suite de la discussion. Première patiente, 57 ans, une femme, elle est classe 3 de la NYHA, hypertendue, diabétique, un IMC à 27 et elle est transplantée rénale depuis 2012. Voici sa cas de cavité où la fraction d'éjection est préservée, la masse ventriculaire gauche un peu élevée à 102 grammes par mètre carré, une oreillette gauche à la limite de la dilatation, un E sur E' à 9 et le flux d'insuffisance sacro-spise, la vitesse maximale à 3,4 mètres par seconde. Cette patiente, avec tous ses facteurs de risque cardiovasculaire, au cathétérisme cardiaque droit, a une hypertension pulmonaire précapillaire chez qui un traitement spécifique a été débuté. Autre patiente, 65 ans, là encore NYHA 2 à 3, elle a fait de la fibrillation atriale paroxystique, un surpoids, une obésité avec un IMC à 32, une hypertension artérielle, la cas de cavité, là encore, une fraction d'éjection qui est préservée, une masse ventriculaire gauche à 126 grammes par mètre carré, une oreillette gauche un peu plus dilatée, un E sur E' à 15, et le flux d'insuffisance sacro-spise, la vitesse maximale, cette fois-ci, est à 3,25 mètres par seconde. Au contraire de la première patiente, au cathétérisme cardiaque droit, on avait une hypertension pulmonaire post-capillaire combinée. La prise en charge a consisté à prendre en charge son insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, vous le savez, l'hypertension pulmonaire est une complication très fréquente des cardiopathies gauches. Elle concerne aussi bien l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée qu'altérée. Et même si sa prévalence n'est pas connue, c'est probablement la première cause d'hypertension pulmonaire dans le monde. Et c'est de toute façon toujours un marqueur de sévérité de la maladie avec un pronostic défavorable. La question est de savoir, chez ces patients, en échocardiographie, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'on va aller vers le cathétérisme cardiaque droit, qui, je vous rappelle, est un examen quand même invasif? Eh bien, la réponse est non. La réponse est non, puisque l'enjeu, en fait, c'est qu'il ne faut pas passer à côté d'une hypertension pulmonaire précapillaire. Je m'explique. C'est ces patients qui ont une fraction d'éjection préservée, de multiples facteurs de risque cardiovasculaire, mais qui peuvent quand même avoir une hypertension pulmonaire précapillaire, et notamment une HT-AP, ou alors une hypertension pulmonaire, notamment post-embolique chronique. Si c'est le cas, eh bien, des traitements spécifiques vont être entrepris. Si ce n'est pas le cas, mais d'autres topos par la suite y reviendront, eh bien, la prise en charge consiste simplement à la prise en charge de l'insuffisance cardiaque gauche. Alors, pour s'en sortir, les recommandations du dernier symposium mondial d'hypertension pulmonaire ont proposé une stratégie en 3 étapes. La première étape, c'est de phénotyper le patient. La clinique est extrêmement importante. Il faut s'intéresser aux facteurs de risque cardiovasculaire, à l'histoire personnelle et familiale du patient. Est-ce qu'il y a un terrain de sclérodermie? Est-ce qu'il y a eu l'exposition à des anorexigènes? Est-ce qu'il y a des antécédents d'embolie pulmonaire? À l'échocardiographie, on s'intéressera aux anomalies de la fonction diastolique, flux veineux pulmonaire, flux transmitral, taille de l'oreillette gauche et bien sûr à la taille et à la fonction des cavités droites. Enfin, on pourra s'aider aussi d'une IRM ou d'une VO2 max pour phénotyper ce patient. Deuxième étape, c'est la probabilité pré-test d'avoir une hypertension pulmonaire liée à l'insuffisance cardiaque gauche. Les patients vont être rangés entre guillemets en 3 catégories, probabilité faible, intermédiaire ou haute, en fonction de tous les critères que je vous ai mentionnés avant. Et donc, en fonction de cette probabilité pré-test, lorsque celle-ci est intermédiaire ou faible, qu'il y a en plus des anomalies ventriculaires
droite à l'échocardiographie ou qu'il y a des facteurs de risque comme une sclérodermie ou des antécédents d'embolie pulmonaire, il faudra aller au cathétérisme cardiaque droit. Au contraire, lorsque la probabilité pré-test est d'emblée élevée, eh bien, il faut prendre en charge simplement l'insuffisance cardiaque gauche. Le cathétérisme cardiaque droit n'apportera pas plus. Lorsque, troisième étape, l'évaluation hémodynamique est nécessaire. Lorsque la PAPO est d'emblée inférieure à 13, c'est une hypertension pulmonaire précapillaire. Lorsqu'elle est entre 13 et 15, nuance apportée maintenant avec l'intérêt des tests de remplissage de 500 ml de sérum physiologique en 5 minutes au cathé. Lorsque la PAPO s'élève au-dessus de 18 mm de mercure, on a démasqué une dysfonction diastolique ventriculaire gauche. De l'autre côté, lorsque la PAPO est d'emblée supérieure à 15, on a confirmé l'hypertension pulmonaire post-capillaire liée à l'insuffisance cardiaque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en cas de doute, il faudra aller au cathétérisme cardiaque droit pour ne pas passer à côté d'une hypertension pulmonaire précapillaire qui a un impact dans les traitements qui est très différent de ceux de l'insuffisance cardiaque. Les messages à retenir de cette présentation, c'est que le cathétérisme cardiaque droit n'est pas systématique, mais il est nécessaire pour ne pas se tromper, ne pas passer à côté d'une hypertension pulmonaire précapillaire et notamment une HT-AP ou un cœur pulmonaire post-embolique chronique chez des patients qui ont un phénotype a priori post-capillaire, que pour cela, il y a une approche en 3 étapes. Et enfin, le cathétérisme cardiaque doit être réalisé dans des centres experts chez des patients le plus en euvolémie possible pour éviter les erreurs de mesure. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, je voudrais remercier le comité scientifique de m'avoir invité à vous parler du traitement des hypertensions pulmonaires associées à l'insuffisance cardiaque gauche et notamment savoir s'il se limite au traitement de l'insuffisance cardiaque. Voici mes conflits d'intérêts pour cette présentation. Un bref rappel physiopathologique sur finalement donc, la transmission d'une congestion chronique du cœur gauche au vaisseau pulmonaire qui va s'accompagner d'une dysfonction endothéliale et puis finalement d'une vasoconstriction pulmonaire et d'un remodelage inverse qui va lui-même ensuite secondairement provoquer une augmentation des résistances pulmonaires et donc expliquer les définitions d'hypertension pulmonaire liée à l'insuffisance cardiaque qui repose sur une pression artérielle pulmonaire moyenne à plus de 20 mm de mercure, une PAPO à plus de 15 mm de mercure, et ensuite la distinction très importante d'hypertension post-capillaire isolée avec des résistances qui restent inférieures à 3 unités Wood, des hypertensions pulmonaires mixtes pré- et post-capillaires avec des résistances élevées. Dans tous les cas, l'apparition de cette hypertension pulmonaire représente un vrai tournant évolutif dans l'histoire de la maladie, puisqu'on sait que le pronostic est moins bon quand on a une insuffisance cardiaque avec hypertension pulmonaire que sans hypertension pulmonaire, et cela même après ajustement, notamment sur d'autres facteurs pronostiques bien identifiés comme l'âge, le sexe et même la fraction d'éjection. Et on sait également qu'une hypertension pulmonaire mixte pré- et post-capillaire est de moins bon pronostic qu'une hypertension pulmonaire isolément post-capillaire, notamment comme cette méta-analyse vous le montre. Alors en termes de traitement, les recommandations sont pour l'instant assez claires, c'est très dichotomique. Elles nous recommandent de soigner l'insuffisance cardiaque avec tous les traitements d'insuffisance cardiaque, médicaux, interventionnels, et de ne pas utiliser les traitements spécifiques de l'hypertension artérielle pulmonaire dans cette sous-catégorie d'hypertension pulmonaire par manque de preuves et même quelques signaux de sécurité sur lesquels on va revenir. Pourquoi on a envie quand même d'utiliser les traitements de l'hypertension artérielle pulmonaire dans cette entité? Bien parce que l'existence en fait du composant précapillaire nous laisse à penser que l'autonomisation de cette hypertension pulmonaire pourrait être une bonne cible pour les traitements spécifiques de l'hypertension artérielle pulmonaire. Mais il faut là bien les identifier. Et c'est le phénotype du cœur droit qui va vraiment être intéressant à cibler par ces traitements. Il existe 4 grandes familles de traitements spécifiques de l'hypertension artérielle pulmonaire. On ne parlera pas des analogues de prostacycline qui sont contre-indiqués dans l'insuffisance cardiaque, mais on parlera notamment des inhibiteurs du récepteur de l'endothéline 1, des agonistes de la guanylate cyclase et des inhibiteurs de PDE5 qui ont été explorés depuis un certain temps maintenant, avec notamment ici le sildenafil, dont la première étude principale dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée était très encourageante, avec une diminution vraiment assez franche des résistances vasculaires pulmonaires,
Mais malheureusement, en pratique clinique, sur notamment des populations d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et hypertension isolément post-capillaire, pas d'effet, que ce soit sur la pression pulmonaire ou sur des critères plus fonctionnels comme la VO2. Dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, je vous présente ici une méta-analyse qui laisse à penser que le sildenafil pourrait avoir un intérêt. Mais attention, c'est une méta-analyse avec peu d'études et qui chacune ont inclus peu de malades. Donc là encore, le niveau de preuve manque encore un peu de robustesse. Enfin, dans les maladies valvulaires, le sildenafil, par contre, est associé à un signal de sécurité puisqu'il est plus souvent associé à une aggravation du statut clinique, alors que le groupe placebo était plus souvent associé à une amélioration. Donc, qui ne donne pas envie de continuer à utiliser le sildenafil dans cette entité diagnostique. D'autres familles de médicaments, notamment les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, avec premier de la file le Bosantan, étudié par l'essai Enable en 2017, qui malheureusement, là encore, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, a été assez décevant, puisque pas d'efficacité sur un critère clinique composite, et plutôt même une surreprésentation du groupe Bosantan dans les patients qui présentaient des hospitalisations précoces pour insuffisance cardiaque dès 4 semaines de traitement, essentiellement par aggravation de la congestion. Le macitentan, médicament de la même famille, qui a été étudié cette fois spécifiquement dans une catégorie de patients insuffisants cardiaques avec une hypertension pulmonaire, et vraiment spécifiquement avec une existence d'une part précapillaire. 3/4 étaient des insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée. Et bien là encore, déception. Pas d'efficacité sur un critère mixte clinique, avec la classe NYHA et le ressenti fonctionnel, et même une aggravation de la congestion, avec un surrisque de 10% dans le groupe macitentan. Enfin, les agonistes de la guanylacticlase soluble, premier de la file, le riociguat, étudié ici par la même équipe dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite puis préservée, qui n'a pas pu, dans aucune de ces études, atteindre le critère principal qui reposait sur l'amélioration des pressions artérielles pulmonaires moyennes, mais avec des signaux encourageants, notamment sur un effet positif sur l'index cardiaque, qui laisse à penser que ce traitement pourrait avoir une utilité, mais pas forcément en passant par l'amélioration des pressions pulmonaires. Les études Socrates Reduced et Preserved, ont étudié un cousin, vericiguat, dans les insuffisances cardiaques respectivement à fraction d'éjection réduite puis préservée. Socrates Reduced n'a pas permis d'atteindre son critère principal, qui était une amélioration du NT-proBNP, mais l'étude des doses a montré que les doses les plus importantes de vericiguat, elles s'accompagnaient d'une amélioration du NT-proBNP, c'était un critère secondaire préspécifié. Tandis que dans l'étude Socrates Preserved, le critère composite BNP et effet sur l'oreillette gauche n'a pas été atteint non plus. Ça a quand même été suffisamment encourageant pour monter l'essai Victoria, qui a été publié cette année, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, mais chez des patients qui n'avaient pas forcément d'hypertension pulmonaire, et qui a montré, en plus du traitement médical optimal, une amélioration d'un critère composite associant mortalité cardiovasculaire et hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Mais on voit là les limites de la définition de la population cible, puisque ces patients, encore une fois, n'étaient pas ciblés pour avoir une hypertension pulmonaire. De façon plus anecdotique, la dénervation artérielle pulmonaire, qui a été démontrée comme efficace dans l'hypertension artérielle pulmonaire, a fait l'objet d'une publication l'année dernière pour le groupe 2 d'hypertension pulmonaire, avec 2/3 d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, 1/3 à fraction d'éjection préservée, et a montré là plutôt un effet encourageant avec une amélioration du test de marche de 6 minutes progressif sur 6 mois de suivi. Le plus important reste quand même vraiment de pouvoir bien traiter la part post-capillaire de l'hypertension pulmonaire de ces patients de groupe 2, avec une optimisation du traitement médical. Je vous montre ici les effets sur les pressions pulmonaires du sacubitril/valsartan qui ont été bien démontrés. Également du traitement interventionnel. Je vous montre ici les effets sur les pressions pulmonaires du mitraclip qui eux aussi ont été bien démontrés. Et puis l'optimisation du statut congestif, notamment avec ici les effets du CardioMEMS, qui montrent qu'on peut améliorer le statut clinique des gens en améliorant leur pression artérielle pulmonaire par de l'optimisation thérapeutique. En conclusion, le traitement d'insuffisance cardiaque est le plus important. Il n'y a pas de place pour le traitement spécifique des hypertensions artérielles pulmonaires, aujourd'hui démontré dans ce groupe d'hypertension pulmonaire, et la définition des patients qui pourraient en bénéficier avec une part précapillaire nécessite encore des essais randomisés avec un niveau de preuve beaucoup plus robuste. Je vous remercie pour votre attention.